Donc, dans le chapitre suivant, le 18, on va voir donc les espaces vectoriels de dimension finie, c'est-à-dire qu'on va préciser beaucoup de résultats vont être vrais uniquement dans un cadre particulier, spécifique de la dimension finie, où les calculs vont être en quelque sorte plus explicites. Donc on va essayer un peu de rentrer dans le détail. On avait une première partie où on n'avait que des espaces vectoriels et donc on était très abstrait. Et si on a une condition donc, qui est donc uniquement la dimension finie, pour voir qui n'est pas si restrictif que ça, on va avoir des résultats beaucoup plus forts. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la dimension? On a l'intuition dans des espaces géométriques. Si on est dans R2 ou dans R3, on connaît à peu près la définition de dimension. On sait ça vaut 2, ça vaut 3, on se doute que c'est un entier. On va essayer de donner une définition générale, c'est-à-dire par exemple dans le cadre des matrices, qu'est-ce que c'est que la dimension d'un espace de matrice ou dans les cas des polynômes. Alors, on va voir que cette dimension, justement, pour la définir, c'est pas si simple, c'est-à-dire on a besoin de beaucoup de théorèmes importants en algèbre qui vont permettre de définir la dimension, et rien que de se poser la question de est-ce qu'on peut définir correctement la dimension, ça nous offre déjà beaucoup de résultats. Donc pour cela, on va travailler principalement sur les familles. On a vu que les deux propriétés qui étaient importantes par rapport à être une base, c'était donc soit être une famille génératrice ou une famille est libre. Et si on a simultanément libre et générateur, alors on a donc une base. Alors ici justement, on repart de c'est quoi la définition d'un espace de dimension finie. C'est-à-dire on ne sait pas encore la calculer, mais par contre on dit quand même qu'elle est de dimension finie. C'est s'il y a une famille finie de vecteurs qui engendre l'espace. Donc si l'espace est engendré par seulement 7 vecteurs, l'idée c'est que ça va être un espace de dimension finie, mais la dimension va être plus petite que 7. Et la question c'est de combien de vecteurs va-t-il suffire pour avoir une dimension précise, c'est-à-dire la dimension vaut exactement 3 par exemple. Comment on va faire? Donc ici déjà on borde la dimension en disant s'il y a une famille génératrice, alors on est fini. S'il n'y a aucune borne, c'est-à-dire s'il n'y a pas de famille génératrice finie, alors dans le cas contraire on dit que l'espace a une dimension infinie. Et à partir de cette notion de famille génératrice, on a un premier théorème qui dit en partant d'une famille génératrice, on peut en extraire une sous-famille. Donc il existe une sous-famille de cette famille génératrice qui est, elle, une base de l'espace, c'est-à-dire la sous-famille est encore génératrice, mais en plus, en enlevant des vecteurs, on rend la famille libre. Et ça nous donne déjà un premier résultat qu'on n'avait pas forcément à notre disposition, c'est que n'importe quel espace de dimension finie peut forcément être muni d'une base, et donc dans un point de vue abstrait, c'est-à-dire pour n'importe quel espace de dimension finie, il existe forcément une base. Par contre, bien sûr, l'unicité n'est pas du tout vraie, c'est-à-dire il n'y a pas du tout unicité de la base, mais en tout cas, on a l'existence de ces bases. Et on va voir la démonstration. Donc on va démontrer le théorème 1.1 qui s'appelle le théorème de la base extraite, c'est-à-dire à partir d'une famille génératrice, on aimerait donc choisir certains des vecteurs pour que la sous-famille soit toujours génératrice, mais par contre qu'en plus elle soit libre. Donc comment on va faire? En fait on dispose d'un algorithme de construction. Alors cet algorithme c'est le suivant, c'est on part d'une famille qui est la famille vide et on regarde qu'est-ce qu'elle engendre. Alors ça c'est purement des conventions, c'est-à-dire que ce qu'engendre la famille vide, en quelque sorte ce n'est pas rien, c'est n'importe quelle combinaison linéaire mais avec une somme vide, et une somme vide c'est l'élément neutre de l'opération de la somme, c'est-à-dire c'est le vecteur nul. Donc on a ça. Ensuite l'étape suivante, c'est la question qui se pose, c'est on va essayer d'ajouter U1. Alors à quelles conditions ça vaut le coup d'ajouter U1? En fait notre objectif c'est d'avoir que le vecteur de notre famille P1, notre nouvelle famille, ça soit vecteur de U1. Alors à quelles conditions on a cette propriété-là? Ça va dépendre de U1. Deux choses l'une, soit vecteur de U1
c'est une droite. Alors, à quelle condition vecteur de U1 c'est une droite? C'est la condition que U1 ce soit un vecteur directeur. Et la seule propriété pour un vecteur directeur, c'est d'être un vecteur non nul. Donc si le vecteur est non nul, alors il faut rajouter U1. Par contre, si le vecteur est nul, en fait, vecteur de U1 c'est déjà singleton 0. Autrement dit, dans ce cas-là, il ne faut pas changer la famille. Alors justement, les deux cas qui se présenteraient, ce serait soit U1 vaut 0, soit U1 ne vaut pas 0. Dans le cas où U1 vaut 0, on va dire la nouvelle famille, ça va être en fait la même que la précédente, c'est-à-dire si U1 vaut 0, U1 n'apporte aucune information, donc on ne va pas apporter d'information dans notre base. Par contre, si U1 est non nul, alors on a une vraie information qui est, en fait, la nouvelle base c'est U1. Autrement dit, dans l'ancienne famille, on a ajouté U1. Donc ça, ce serait la première étape, ça, ce serait la deuxième étape. Et donc l'étape suivante, ça serait de dire, on aimerait à ce stade-là que vecteur de B2 vaille vecteur de U1, U2. Et de la même manière, les cas qui se posent, c'est en fait on ajoute U2 à ce niveau-là, mais parfois U2 est inutile à ajouter dans la famille, et parfois c'est utile de l'ajouter. Alors quand est-ce que c'est utile d'ajouter U2? C'est utile d'ajouter U2 quand ça c'est vraiment un plan. Autrement dit que U1 et U2 sont non collinéaires. Et dire qu'ils sont non collinéaires, ça veut simplement dire que U2 n'est pas dans la droite engendrée par U1. Alors on va faire simple, c'est-à-dire qu'on a ça. C'est-à-dire si U2 n'appartient pas à vecteur de B1, alors U2 c'est une nouvelle direction. Donc étant donné que U2 part dans une nouvelle direction, il faut l'ajouter à notre famille. C'est-à-dire que B2 c'est B1 auquel on a rajouté U2. Et si U2 c'était une direction déjà connue, c'est-à-dire il appartenait déjà à l'espace engendré par la famille, alors B2 en fait c'est B1, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'ajouter U2 et donc le vecteur U2 on l'enlèverait de cette famille génératrice. Donc on obtient ça, et donc en général l'algorithme qu'il est utile de savoir, c'est donc la quatrième étape. La question qui se pose c'est est-ce que l'élément suivant appartient ou n'appartient pas à l'espace engendré par les précédents qui ont été extraits déjà. On obtient ça. Donc si UK plus 1 est déjà dans la famille, alors en fait, il est inutile de l'ajouter. Et si UK plus 1 n'appartenait pas à l'espace engendré, alors c'est indispensable de l'ajouter. Voilà, donc on obtient ces deux cas-là. Et ce qu'on va dire, c'est que dans tous les cas, de toute façon, on va voir tout de même que ce qu'engendre cette nouvelle famille, en fait, c'est tout depuis le début. Voilà. Et donc cette propriété-là, justement, si on pousse à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au dernier rang, à la fin de l'algorithme, c'est-à-dire si on fait k égale n, parce qu'ici je suis parti avec n vecteurs, on a une famille Bn, qui est en fait extraite, c'est-à-dire qu'il y a une sous-famille de la famille de départ. Donc Bn c'est une sous-famille des vecteurs U1 jusqu'à Un, parce qu'au fur et à mesure on a rajouté que des vecteurs qu'on a appelés UK, et vérifiant que justement la propriété que j'ai mis à chaque fois à droite ici, c'est-à-dire vecteur de Bn est égal à vecteur de U1, etc. jusqu'à Un. Et donc,
Et étant donné que la famille U1 jusqu'à UN est génératrice, alors l'espace qu'engendre une famille génératrice, c'est l'espace total. Donc finalement, on n'a que ça vaut E. Donc ce qu'engendre Bn, c'est aussi E. Donc ça nous fournira déjà que Bn serait une famille génératrice de E. Voilà, alors la démonstration n'est pas finie dans le sens où l'algorithme de construction que j'ai donné ici, eh ben, il faut le justifier, c'est-à-dire ce qui nous reste à justifier, c'est pourquoi si on fait ces choix-là, c'est-à-dire selon ces cas-là, alors on a bien cette propriété-là. Et en fait, la deuxième propriété qui est utile de démontrer, c'est que si on fait ces choix-là, alors on a que ça engendre les premiers vecteurs, et donc au final, à la fin de l'algorithme, ça va engendrer l'espace tout entier. Mais en plus, on a une deuxième propriété qui est, au fur et à mesure, ces choix-là permettent de dire que B1 plus 1 est une famille libre. Et donc bien sûr, à la fin, je pourrais dire que la famille Bn, c'est juste un cas particulier de ça, avec quand je prends k égale n-1, autrement dit, c'est bien aussi une famille libre. Donc il nous reste à démontrer cette implication-là, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on a bien conservé ces propriétés-là, bien sûr. Alors, ça se fait donc par récurrence, c'est-à-dire on doit simplement supposer que la propriété ici est vraie, c'est-à-dire B1 est libre et ça, B2 est libre et ça, etc. Autrement dit, pour dire clairement, on démontre par récurrence, une fois qu'on a fixé tout ce cadre-là, que la construction permet d'avoir c'est une récurrence sur k allant de 0 à n, que la construction donne bk est libre et l'espace engendré par bk, au fur et à mesure c'est pas l'espace complet, mais en fait c'est l'espace qui aurait été engendré par les k premiers vecteurs. Donc on démontre ça par récurrence. Donc on initialise la propriété, c'est-à-dire si je fais n égale 0, alors c'est purement formel, donc B0, en fait c'est le singleton, c'est la famille vide, hein. La famille vide est libre, et vecte de B0, ça vaut ici, vous voyez, vecte du vide aussi, et je rappelle que ça c'est le singleton vecteur nul, donc ça c'est purement formel si on veut. Je vais quand même faire n égale 1 pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans un cas un peu plus clair. Il y a deux cas, ça dépend donc de la construction choisie, c'est-à-dire est-ce que U1 est nul ou non nul. Premier cas, U1 égale 0. Si U1 égale 0, on a dit que B1 égale B0, et à ce compte-là, c'est toujours libre. Et vecte de, plutôt écrire à l'envers cette égalité, vecte de U1, ça vaut vecte de 0, autrement dit ça vaut singleton 0 qui vaut bien vecte de B1, vu que la famille n'a pas changé, donc son vecte non plus. Donc dans le premier cas, c'est encore une fois assez formel. Et le deuxième cas, c'est qu'est-ce qui se passe si le vecteur n'est pas le vecteur nul. Alors s'il n'est pas le vecteur nul, en fait, on dit qu'on pose B1 égale un seul vecteur. Donc un vecteur non nul seul forme une famille libre. Donc pour un seul vecteur, dire qu'on est libre, c'est dire qu'on est non nul. Deux vecteurs, ça veut dire non collinaire. Et trois vecteurs, ça veut dire non coplanaire. Et vecte de B1 vaut bien directement vecte de U1
Et c'était ce qu'il fallait démontrer en général, vecteur de bk est égal à vecteur de u1 jusqu'à uk. Donc ici c'est juste l'égalité pour k égale 1. Donc c'est bien initialisé, et j'ai plutôt fait n égale 1 pour que ce soit plus clair ce qui se passe. Et ensuite on fait l'hérédité. L'hérédité, on considère un rang k. Donc on prend un k qui comprend entre 0 et n-1 pour pouvoir encore considérer k plus 1 qui est entre 0 et entre 1 et n. Donc tel que bk est libre et on sait déjà qu'on engendre les k premiers, c'est-à-dire l'espace engendré par la sous-famille bk, c'est l'espace engendré par les k premiers. Voilà. Et il y a encore deux cas. Alors le premier cas, c'est si uk plus 1 appartient déjà à un vecteur de bk. Alors si uk plus 1 appartient déjà à vecteur de bk, alors dans ce cas-là on dit que la famille bk plus 1 on la pose comme étant déjà bk, autrement dit c'est déjà par hypothèse une famille qui est libre. Donc c'est bon, c'est libre. Et la seconde propriété, c'est qu'il faut réussir à démontrer que le vecteur de bk plus 1, c'est bien ce qui est engendré par de u1 jusqu'à uk plus 1. En fait, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est ça. C'est pareil, par hypothèse de récurrence, on le sait. Et ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi si uk plus 1 appartient à un vecteur de bk, alors finalement, ça suffit d'avoir déjà ça pour ajouter uk plus 1. Alors on va écrire, hein, c'est, on a, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire on a uk plus 1, c'est égal simplement à une certaine somme des lambda i ui pour des i qui sont entre 1 et k, parce que tous les vecteurs de bk sont des indices plus petits que k. Et en particulier, on n'a pas forcément tous les indices, hein, parce que c'est une famille extraite. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement beaucoup de lambda i qui valent déjà 0 si on n'est pas dans la famille. Donc on a que uk appartient et qui est égal, et de cette forme-là, c'est la définition du vecteur ici. Et ce qu'on va dire, c'est de ce fait que vaut l'espace qui est engendré par le vecteur de u1 jusqu'à uk plus 1. En fait, c'est un espace qui est donc engendré par u1 jusqu'à uk auquel j'ai adjoint ce vecteur-là. Mais ce vecteur-là est donc déjà engendré par les vecteurs de u1 jusqu'à uk. Autrement dit, ça, c'est égal. Ça, c'est pas indispensable de l'avoir finalement dans le vecteur, parce que c'est déjà un vecteur qui est déjà engendré. Autrement dit, il n'apporte rien de nouveau dans l'espace engendré. Il n'engendre rien de plus. Donc ça vaut vecteur de u1 jusqu'à uk. Et donc c'était bien ce qu'il fallait démontrer dans le sens où on a dans ce cas-là que vecteur de u1 jusqu'à uk plus 1, ça vaut vecteur de u1 jusqu'à uk. Autrement dit, ça et ça vaut bien la même chose. Donc vecteur de bk plus 1 vaut bien vecteur des vecteurs du premier au k plus unième, ce qui est ce qu'il fallait démontrer par récurrence. Donc, alors je vais quand même préciser cette égalité-là, qui étant donné que c'est la première fois qu'on la rencontre, intéressante à être précisée, et il nous restera à traiter le second cas où qu'est-ce qui se passe lorsque uk plus 1 n'appartient pas à vecteur de bk. Donc pour préciser cette chose-là, je vais réécrire, je viens de dire ici que ce qui était engendré par k vecteurs et une de leurs combinaisons linéaires, c'est simplement ce qui est engendré par les k vecteurs.
Donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite assez directement. Alors pourquoi cette égalité est vraie? Ça c'est une égalité de deux ensembles. Donc pour démontrer une égalité de deux ensembles, on peut raisonner par double inclusion. Alors l'inclusion qui est triviale, c'est celle qui est dans ce sens-là. Parce que si on prend un vecteur qui est là-dedans, en fait il s'écrit simplement comme étant une combinaison linéaire. Alors je vais peut-être écrire mu i ui. Donc ça s'écrit comme étant une combinaison linéaire. C'est la définition du vect. Je vais peut-être lui donner quand même un nom. Soit V, un vecteur du vect, qui s'écrit comme étant la somme des mu ui. Alors ce que je dis, c'est que ce V s'écrit comme étant en effet les mu ui, mais en fait je peux rajouter plus 0 fois la somme des lambda i ui. Autrement dit, c'est bien une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à UK, ça c'est cette première partie, mais j'ai le droit aussi d'ajouter un multiple de ce vecteur-là, c'est-à-dire de lambda i ui. Donc en effet, ça appartient à ça, autrement dit, j'ai acquis l'inclusion dans ce sens-là, ce qui est assez naturel dans le sens où ce qui est engendré par k vecteurs est en particulier plus petit que ce qui est engendré par k de ces vecteurs et un nouveau vecteur. Alors par contre, c'est l'inclusion réciproque ici qui est intéressante, c'est-à-dire désormais je considère un vecteur dans l'ensemble de gauche, je l'appelle encore V ou W pour dire que c'est pas le même, je prends un vecteur qui est là, alors comment s'écrit un vecteur là? S'écrit justement comme étant la somme des mu i ui, avec des mu ici pour mu1, mu2, etc. jusqu'à mu k, plus un k plus unième coefficient, qui va porter sur le k plus unième vecteur, qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est un vecteur qui appartient au premier vect, premier espace engendré, vect de U1 jusqu'à UK, et sigma des lambda i ui. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que ça appartient quand même au vecteur qui est ici, c'est-à-dire, en fait, j'ai rien de plus que ce qu'engendré par les k premiers, ce vecteur-là est superflu. Alors pourquoi ça c'est vrai? Donc c'est juste une question de réécriture de somme, ça fait la somme pour i égale 1 jusqu'à k des, alors ici on a mu i plus mu k plus 1 facteur de lambda i ui. Autrement dit, c'est bien une combinaison linéaire à coefficient dans k et en facteur de ui. Autrement dit, ça s'appartient bien à vect de u1 jusqu'à uk. Donc ce qui démontre l'inclusion réciproque. Autrement dit, on a bien, si on a une partie qui est combinaison linéaire des précédents, alors elle peut disparaître dans un vect. Et pour faire un exemple un peu plus concret, c'est que si on a vect de U1, U2 et U1 moins 2U2, ça correspond à dire je suis dans un espace qui est certainement un plan. Ici on a U1, ici on a U2, et donc ici on a U1 et je retire deux fois U2, donc ça nous fait quelque chose comme ça. Et donc une fois qu'on est dans cette configuration-là, donc tout le monde est en fait dans un plan, et donc ce qu'on dit c'est que le vecteur qui est combinaison linéaire des deux précédents est en fait pas indispensable. C'est-à-dire que ça c'est juste vect de U1, U2, ça veut dire tous ceux qui s'écrivent comme étant déjà une combinaison linéaire de U1 et U2, en fait si on rajoute aussi un facteur, si on veut, ce troisième vecteur-là, on n'apporte rien de plus, c'est-à-dire que ça sera toujours un vecteur du plan et rien de plus. À quelles conditions on apportait une nouvelle direction? C'est si on sortait du plan, alors à ce compte-là on aurait une nouvelle direction, mais ici on n'a pas de nouvelle direction. Donc ici ce serait ça vraiment l'exemple de ce que j'ai fait
ici, et ce qui correspond au premier cas, c'est-à-dire si on a un vecteur qui est déjà engendré par les précédents, alors on ne l'ajoute pas dans notre famille. Voilà. Et ensuite, on fait donc le deuxième cas pour notre théorème de base extraite de notre récurrence. Et le deuxième cas, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque UK plus 1 n'est pas un vecteur engendré par la famille précédente. Alors dans ce cas, on sait qu'on pose BK plus 1 égale BK union UK plus 1. Alors en fait, ici, la propriété qui va être délicate à démontrer, c'est est-ce que la famille est libre. Par contre, celle qui est simple, c'est la famille engendre bien ce qu'on veut. C'est-à-dire, on a vect de BK plus 1. En fait, ça vaut vect de BK et ça fait plus, parce que donc on a une combinaison linéaire sur ceux qui sont en BK, plus un facteur lambda fois UK plus 1. Donc en fait, ça revient juste au niveau des espaces vectoriels à faire cette chose-là. Ce qui va être, par hypothèse de récurrence, ça vaut vect de U1 jusqu'à UK. Ça, c'est par hypothèse de récurrence. Vect de BK, c'est vect de U1 jusqu'à UK. Et lui, on n'y a pas touché encore. Et donc ça nous fait... je réutilise la même propriété qu'au début, c'est-à-dire vect d'une union, ça vaut la somme des vects. Et donc, on obtient cette égalité. Ce qui était ce qu'il fallait démontrer, et je peux quand même écrire le lemme que j'ai utilisé en quelque sorte, c'est si on a vect de A union B, c'est-à-dire si on est engendré par des vecteurs de A ou des vecteurs de B, c'est-à-dire qu'on est engendré par des vecteurs de A ou par des vecteurs de B, c'est-à-dire si on a une combinaison linéaire coefficient A, une combinaison linéaire coefficient de B, et on ajoute ces deux combinaisons linéaires pour avoir une combinaison linéaire à coefficient A ou B. Donc, en effet, donc ça nous apporte la propriété de générateur des K plus 1 premiers. Il nous reste donc à faire la propriété, est-ce que la famille BK plus 1 est bien libre? Alors pour démontrer libre, donc on sait qu'on introduit des scalaires autant qu'il y a de vecteurs dans la famille. Alors ici j'écris lambda 1, lambda k plus 1. Alors là c'est impropre dans le sens où ça serait lambda 1 jusqu'à, on va dire, lambda p. Et après je dis il y en a un dernier que j'appelle mu par exemple, qui va porter sur uk plus 1. Alors pourquoi j'écris ça? C'est parce que je sais que BK c'est une famille extraite, c'est-à-dire que c'est certains des UI, mais c'est pas tous les UI, c'est-à-dire il n'y a pas forcément U1 dedans. Par contre, il y en a un premier que j'appelle UI1, etc. Et donc ça peut être U1, U3, U7, etc. Autrement dit, c'est une famille extraite. Donc j'ai certains indices que j'appelle UI1 jusqu'à UIP. Donc ça, c'est BK. Et je sais que BK plus 1, c'est la même où j'ai rajouté UK plus 1. Voilà, l'hypothèse de récurrence dit que celle-là est déjà libre, et la question c'est est-ce que celle-ci est aussi libre. Donc pour ce faire, j'introduis des scalaires, autant que de vecteurs. Ici j'en ai donc P plus 1, donc les P premiers je les appelle lambda 1 jusqu'à lambda P, et le dernier je l'appelle mu, et je sais que la condition c'est qu'il faut que la somme des lambda I, alors c'est U, alors je vais peut-être pas appeler I, lambda J, IUJ, pour J allant de 1 à P, et après je dis plus mu qui porte sur le dernier, UK plus 1 égale le vecteur nul. Alors le but c'est de démontrer que tous les scalaires sont nuls, comme ça la famille sera libre. Alors
encore une fois, l'idée est de distinguer selon la valeur de mu. Alors, en fait, on va dire que mu est forcément nul. Alors, pourquoi mu est forcément nul? Parce que si mu était différent de 0, si mu était différent de 0, et ben on peut juste renverser cette équation-là et on aurait uk plus 1 sera égal à moins 1 sur mu fois la somme des lambda j uij. Autrement dit, ça c'est une combinaison linéaire à coefficients dans les UIP, ça veut dire que ça appartient à vecteur de BK. Et donc ce qui est absurde par hypothèse du K. C'est-à-dire on est dans le cas où UK plus 1 n'appartient pas à vecteur de BK. Et ici, en écrivant ça, j'aurais donc que UK plus 1 appartient à vecteur de BK. Donc ça c'est absurde. Autrement dit, on a que mu égale 0. Puis, tandis que mu égale 0, je reprends l'équation, ça vous fait la somme des lambda j u i j égale le vecteur nul. Mais ça, c'est donc une combinaison linéaire sur BK, c'est-à-dire il n'y a que les vecteurs de BK dans cette famille, et UI1 jusqu'à UIP. La famille est libre, c'est une combinaison linéaire qui est égale à 0, donc tous les scalaires sont ici nuls. Et ainsi, la famille, elle est donc libre, parce que j'ai considéré des scalaires quelconques, tels que la combinaison linéaire soit nulle, et mu est nul, et tous les autres sont nuls, donc ils sont tous nuls, donc la famille, elle est libre. On dit BK plus 1 est libre. Voilà, et donc ça complète la démonstration, c'est-à-dire qu'on était en train de faire une récurrence. La conclusion, c'est que toutes les familles BK sont bien libres et elles engendrent les K premiers vecteurs. Et donc on a déjà dit que quand on appliquait ça pour K égale N, ça nous donnait la propriété que Bn, c'est une famille libre qui engendre l'espace tout entier. Autrement dit, c'est une base de l'espace E, ce qui nous démontre là le théorème assez important donc de la base extraite.